à Powerbox 97. C'est le nombre de cartes de crédit valides détenues par une seule personne, Walter Kavanagh. Il détient le record du plus grand nombre de cartes de crédit actives aux États-Unis. Elles sont toutes authentiques et pleinement utilisables. Cette aventure singulière débute dans les années 1960, à la suite d'un pari conclu avec un ami, et le mènera plus tard à être surnommé Mr. Plastic Fantastic. Ce record constitue un signal d'alerte pour les détenteurs des plus de 631 millions de cartes de crédit en circulation aux États-Unis en 2025. Cela représente en moyenne 2,4 cartes par adulte. Le solde moyen par carte atteint 6 523 $, tandis que l'endettement national lié aux cartes de crédit s'élève, accrochez-vous, à 1 830 milliards de dollars. Voir des millions d'Américains posséder 3, 4, voire 5 cartes de crédit n'a rien d'une excentricité. C'est la norme, et même une attente implicite. Non parce que le plastique fascine, mais parce que le système financier a appris à chacun que vivre à crédit serait synonyme de tirer son épingle du jeu. Une cote élevée ouvre l'accès à de meilleurs taux hypothécaires, à des remises sur les achats courants, à des avantages de voyage, à des offres promotionnelles à 0%, à des primes d'inscription et à une accumulation continue de récompenses. Et ce récit commence bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Au XVIIIe siècle, avant même que le pays ne se soit constitué en tant que nation, la monnaie liquide était extrêmement rare. Les échanges se faisaient le plus souvent à crédit, chacun empruntant dans l'attente de la prochaine récolte ou du prochain arrivage. Puis survint le XIXe siècle et l'Amérique bascula progressivement des champs vers les usines. Les gens disposèrent alors d'un élément entièrement nouveau, des revenus réguliers et prévisibles. Les entreprises saisirent aussitôt cette opportunité. C'est ainsi qu'apparut le prêt à tempérament, un faible acompte initial, suivi de paiements hebdomadaires ou mensuels. Pour la première fois, des biens coûteux devinrent accessibles au plus grand nombre, non parce que l'argent était disponible immédiatement, mais parce qu'il le serait plus tard. Dans les grandes villes, les grands magasins développèrent parallèlement une autre forme d'emprunt, le compte de crédit. Les clients suffisamment aisés se voyaient accorder une ligne personnelle, dont le solde était réglé chaque mois sans intérêt. L'emprunt ne fut plus seulement autorisé, il devint un marqueur social. Apparurent alors des jetons de paiement, puis des plaques métalliques, ancêtres des cartes de crédit, sur lesquelles les informations de compte étaient directement gravées. Au XXe siècle, après que la Grande Dépression eut écrasé l'économie, les pouvoirs publics comprirent que sans accès facile au crédit, la machine américaine risquait de s'arrêter de nouveau. C'est alors que le principe « acheter maintenant, payer plus tard » devint une philosophie nationale. Dans les années 1950, Diners Club lança la première carte universelle. Puis vint Bank America, devenue plus tard Visa, et ces cartes se diffusèrent rapidement. Elles n'étaient pas juste pratiques. Elles semblaient modernes et sophistiquées. Soudain, il devenait possible d'entrer dans un restaurant, de payer avec un petit rectangle, puis de repartir avec l'allure de quelqu'un qui posséderait la moitié de la ville. Vous connaissez cette sensation, non ? Quoi qu'il en soit, les banques envoyèrent par courrier des millions de cartes de crédit, sans vraiment savoir qui les recevrait. Imaginez ouvrir votre boîte aux lettres et y trouver une carte simplement posée là. Difficile de refuser ce crédit gratuit. Dans les années 1970, Visa et Mastercard mirent en place des réseaux nationaux. Puis, dans les années 1980, et ce point reste stupéfiant, les banques déplacèrent leurs activités vers des États sans plafonnement des taux d'intérêt. Les programmes de récompense suivirent, points, miles et cashback, comme des éclats de chocolat ajoutés à ce dessert financier. Après des décennies, les cartes de crédit ne sont plus juste un outil, elles sont devenues un mode de vie. Aujourd'hui, la plupart ne les considèrent même plus comme une dette. Elles sont plutôt perçues comme un levier, une façon de vivre sans à-coups. En moyenne, un baby-boomer possède aujourd'hui 4 à 5 cartes de crédit. Les milléniaux en ont environ 3,5. La génération Z en est déjà à 2,2. Et ce chiffre continue d'augmenter, même si la moitié d'entre eux n'ont encore que 15 ans. Soyons personnels. Je me souviens avoir ouvert ma première carte pour le bonus d'inscription, un billet d'avion gratuit. Je ne pensais ni au taux annuel, ni à l'utilisation du crédit, ni au paiement minimum. Je pensais simplement voir l'océan pour la première fois. Mais lorsque les premiers intérêts sont apparus, quelque chose s'est enclenché. Ce n'était pas de l'argent gratuit, c'était un système. Et je venais d'y entrer, comme des millions de personnes chaque année. Cela m'a fait comprendre que ce n'est pas parce que 3 ou 4 cartes sont devenues normales que l'on est en sécurité sans aucune règle. La culture l'a normalisé, mais le risque demeure.
Je connais des gens qui ont une carte pour les dépenses quotidiennes, une autre pour les urgences ou les voyages, et une troisième pour les gros achats. Et puis, il y a une quatrième, qui reste dans un tiroir, mais demeure ouverte parce que la fermer ferait baisser la cote de crédit. Les différentes cartes ressemblent à des super-pouvoirs distincts. L'une transforme chaque achat en miles aériens, une autre distribue du cashback comme des confettis, et une troisième offre des cartes cadeaux ou de l'essence gratuite comme un étrange lot de fêtes foraines. Beaucoup de ces programmes plafonnent discrètement les récompenses que l'on peut accumuler. Ainsi, si vous souhaitez tirer le maximum de vos dépenses, posséder plusieurs cartes de récompense permet de ne jamais laisser de points inutilisés. Les banques s'en réjouissent évidemment, puisqu'elles s'enrichissent grâce aux intérêts, aux frais et à l'utilisation des cartes. Leur marketing vous persuade que ces récompenses équivalent à la liberté. Vous voyez, ce petit moment flatteur du type « Visez un peu les avantages de ma carte Platinum ». Mais le calcul derrière cet avantage repose sur d'autres personnes qui n'ont pas soldé leurs dettes. Tout est lié. Un système créé pour la commodité est devenu une activité de croissance. Et vous, moi et des millions d'autres faisons partie de la machine. Il y a cet homme qui gagne environ 60 000 $ par an et qui s'est retrouvé avec près de 45 000 $ de dettes de cartes de crédit, dont presque la moitié est déjà passée en recouvrement. Toutes ces cartes sont plafonnées. C'est le genre de situation où l'on a presque l'impression de sentir les murs se refermer, alors que sur le papier, tout devrait aller bien. Cela s'apparente à quelqu'un qui court sur un tapis roulant, qui accélère sans cesse, pendant que tout le monde lui crie « Ne perds pas l'équilibre !» Et l'usage des cartes de crédit n'est pas lié à des revenus plus faibles. En réalité, les ménages gagnant plus de 100 000 $ les utilisent à hauteur de 95%. C'est même assez logique. Plus de revenus signifie plus d'accès, ce qui conduit à davantage de cartes. Mais davantage d'accès implique davantage de tentations. Je ne dis pas que les cartes de crédit sont foncièrement mauvaises. Elles sont puissantes, utilisées de façon responsable, en remboursant les soldes, en maintenant une faible utilisation et en diversifiant les cartes pour de réels avantages. Elles peuvent vous servir, mais laissez-les prendre le contrôle. Et c'est là que tout déraille. Les mêmes outils qui construisent le crédit peuvent aussi l'enterrer. Lorsque j'ai manqué un paiement à cause d'autres priorités, j'ai réalisé que j'avais moins de marge de sécurité que je ne le pensais. Le crédit n'est pas une garantie, c'est une responsabilité. Si vous vous réveillez demain sans carte, ni récompense, ni bonus, ni ligne de secours, est-ce que ça ira toujours? Saurez-vous rembourser ce que vous devez? Gérerez-vous les urgences sans emprunter davantage? Ce ne sont pas les questions que les banques souhaitent que vous posiez. Elles préfèrent que vous empruntiez toujours plus. Les États-Unis ne sont pas un endroit où l'on tombe accidentellement dans la culture du crédit. C'est un pays où le système vous enseigne à l'utiliser. Qu'on l'accepte ou non, c'est l'environnement financier dans lequel presque tout le monde grandit. Et lorsque j'examine tout cela, l'histoire, la psychologie, le marketing, les incitations, j'ai le sentiment que l'histoire entière des cartes de crédit américaines ne concerne pas tant l'argent. Il s'agit d'identité, de statut, de confiance et du rêve de progresser socialement. Les cartes de crédit permettent d'acheter le confort présent avec des revenus futurs. Elles rapprochent chaque rêve de nouveaux meubles, des vacances 5 étoiles, un ordinateur de pointe, une voiture de luxe, d'un simple passage de carte. Est-ce stimulant ou dangereux? Cela dépend à qui vous le demandez. Mais une chose est sûre, les États-Unis ne sont pas seulement une terre d'opportunités, c'est aussi le pays du crédit, où posséder 3 cartes n'est pas un signe d'endettement, mais d'éducation financière.